L'objet 279. Si ce nom ne vous dit rien, alors vous venez de commencer à vous intéresser au char. Effectivement, le 279, comme je l'appellerai de façon simplifiée, est facilement l'un des chars les plus connus, ou tout du moins reconnaissables, au monde. Sa présence dans la culture populaire, notamment dans les jeux vidéo, est aussi assez conséquente pour un char n'ayant eu finalement aucun impact dans la réalité. Pourtant, malgré sa célébrité, posez-vous une question. Que connaissez-vous réellement de son histoire? Hormis ses caractéristiques et quelques petites anecdotes auxquelles il faudra tordre le cou, vous pouvez facilement imaginer desquelles je parle, eh bien son histoire n'est que très rarement racontée, pour ne pas dire jamais. C'est bien dommage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans la vie du 279 qui, je vous l'assure, est plus longue que la page Wikipédia du même nom. Généralement, le début de l'histoire du 279 est placé à la fin des années 50, mais c'est oublier tout un pan de l'histoire, non pas du char en lui-même, mais du concept. Effectivement, ce concept de char à 4 chenilles découle directement de la Seconde Guerre mondiale, puisque les premières esquisses datent de 1947. L'idée derrière l'objet 726, imaginé par Lev Sergeyevich Stroyanov, n'était pas seulement d'avoir un char ayant une pression au sol plus faible, mais aussi de diminuer la pression exercée directement sur chaque chenille et d'assouplir la conduite du véhicule à grande vitesse. Il y avait aussi une certaine idée de redondance. La présence de 4 chenilles permettait de continuer le combat si certaines venaient à être endommagées ou perdues. La présence de réservoirs de carburant entre les chenilles devait aussi limiter les chances de feu dans le compartiment de combat, contrairement aux chars conventionnels qui, eux, avaient des réservoirs internes. Tout cela, eh bien c'est Troyanov qui l'a dit, et ce qu'il dit était alors convaincant. Assez convaincant pour qu'une petite maquette à l'échelle 1/10 soit produite en 1948. La maquette était contrôlée par des fils et permettait d'essayer quelques-unes des caractéristiques du concept. Par exemple, il fut déterminé que le char pouvait se retrancher tout seul si les deux chenilles internes tournaient à l'opposé des chenilles externes. Les essais, entre guillemets, étant plutôt concluants, il fut décidé de construire un démonstrateur, afin de vérifier si le concept était aussi bon en vrai qu'en maquette 1/10. En 1952, l'usine de Kirov, conjointement avec le Vnissan, construire une machine à 4 chenilles équipée de nombreux instruments de mesure. D'une masse de 48 tonnes et construit à partir de pièces de plusieurs chars différents, comme le nouveau T-10 ou l'IS-3, les soviétiques décidèrent de le comparer sur le terrain contre un T-54 et un T-10. Le constat était simple, la nouvelle machine était sans surprise généralement plus mobile que les chars conventionnels, et promettait même d'offrir une plateforme qu'on qualifierait de modulaire, puisque des camions et autres transporteurs de troupes ont été imaginés sur ce châssis. Bref, le concept avait clairement le vent en poupe. Début 1954, le Vnissan commença à réellement travailler sur un char lourd sur la base à 4 chenilles, mais en fait, personne ne s'était mis d'accord sur les caractéristiques que devait avoir le char. En conséquence, le Vnissan passa la plupart de l'année 54 à travailler dans le vide, ou au mieux à trouver quelques caractéristiques intéressantes pour un char lourd. Ils continuèrent néanmoins à travailler sur le véhicule à 4 chenilles, le poids total ayant atteint les 88 tonnes. Le 12 août 1955, seulement un mois après la finalisation des caractéristiques du 279, le Conseil des ministres de l'URSS passa une résolution concernant le développement des chars lourds. De cet ordre, l'usine de Tcheliabinsk développa l'objet 770 et l'usine de Kirov l'objet 277 et 278. Le 279, quant à lui, était plutôt considéré comme un char spécialisé. En fin de compte, le 277, le 278 et le 770 étaient des chars très similaires. Ils répondaient parfaitement aux mêmes exigences et ne différaient que par des facteurs qui se révélèrent assez mineurs. Par exemple, si les groupes motopropulseurs étaient différents, ils offraient des performances et une fiabilité assez similaires. Le 2 septembre 1955, le ministère de la Défense ordonna au Nissan et à LKZ le développement, la construction et la livraison de 2 prototypes du 279 pour le deuxième trimestre de 1958. Il avait été prévu de terminer la documentation technique et une maquette en bois pour 1957, la construction d'un châssis, d'une tourelle ainsi que d'un prototype pour les essais d'usine pour fin 57. L'étape finale, la construction des 2 prototypes pour les essais d'état, était prévue pour le second trimestre de 1958. Les essais devaient alors avoir lieu début 59, et la correction des défauts pour débuter la production de masse devait prendre fin début 60. La production des tourelles avait été confiée à l'usine Dijorsky et des châssis à l'usine 200 de Tcheliabinsk. Les caractéristiques demandées étaient assez intéressantes, hormis celles dont vous vous doutez tous, comme le canon de 130 mm et consorts,
La protection du char devait être encore plus importante que les autres chars lourds en développement. L'avant et les flancs du char devaient être impénétrables par les charges creuses de 90 mm et les obus perforants 222 mm à 950 mètres secondes ne devaient pas pouvoir pénétrer le châssis dans un arc frontal de 45 degrés et de 90 degrés pour la tourelle. La vitesse du char devait être en moyenne de 35 km/h sur terrain meuble et la pression au sol devait être très faible, 600 grammes par centimètre carré. Pour vous donner un ordre d'idée, les T-54 et T-55 étaient dans les 800 grammes par centimètre carré. Le Vnissan et LKZ se mirent d'accord sur les tâches que devaient accomplir les deux. Le Vnissan devait s'occuper de la documentation technique et des études préliminaires, étudier tous les systèmes du char et les tester en usine. LKZ quant à eux s'occupait surtout de la partie production des prototypes. Les premiers documents techniques furent terminés en mars 56, puis présentés au ministère de la Construction des Machines de Transport et au GBTU. Suivant un bref retour des croquis et une révision de certains points, les plans furent approuvés fin août 1956. Le Vnissan commença à travailler sur des solutions techniques à la pointe de la technologie, comme un système de rechargement semi-automatique et un plancher rotatif. Les ingénieurs se confrontèrent néanmoins à un problème, celui du blindage. Et oui, les ingénieurs faisaient face à un problème assez intéressant. Comment continuer à augmenter la protection d'un char quand le seul blindage à sa disposition est de l'acier? Les caractéristiques de protection requises et l'acier pur étant grossièrement arrivés à bout de souffle des possibilités d'exploitation, les ingénieurs durent innover. Ils ne partèrent pas non plus de nulle part. Quelques années auparavant, le Vnissan avait travaillé sur l'objet 907, dont la forme du blindage assez arrondi avait prouvé son efficacité. La conclusion fut donc de réutiliser cette forme elliptique pour le 279. Ce ne fut pas non plus la fin des petites expériences du Nissan, puisqu'il essaie aussi de faire de l'aluminium et du verre, du blindage. Il faut se rappeler que nous sommes à la fin des années 50, que toutes les solutions techniques n'existent pas encore, et que rares sont les ingénieurs ayant été confrontés à pareils défis. Je sais que se dire qu'utiliser du verre pour faire du blindage peut prêter à sourire, mais le verre avait prouvé un certain effet contre les charges creuses. Pour preuve que l'objet 907 a joué un rôle important, ils réutilisèrent les résultats des essais balistiques sur ce dernier pour en tirer des conclusions sur le 279. Le 25 juillet 56, tout ce beau monde se mit d'accord pour produire une tourelle et un châssis, grâce à l'usine métallurgique Illich de Mariupol. Pendant ce temps, le travail sur le char continuait, et surtout sur le groupe motopropulseur, car il est impossible de parler du 279 sans mentionner cette partie qui, si moins connue, est aussi une grande force de ce char. Plus particulièrement, la transmission du char. Comme l'indique son nom, la GMT 279 était une transmission hydromécanique. Outre cela, il s'agissait en fait d'une transmission à 3 vitesses automatique. Utilisant des mécanismes électro-hydrauliques pour changer de vitesse, le pilote n'avait au final pas grand chose à faire, hormis enclencher manuellement la première. Toute cette partie était contrôlable du bout des doigts. Couplé à un changement de vitesse très rapide et à un excellent convertisseur de couple, on avait là un char très réactif et simple à piloter. Quelques décennies plus tard, on peut supposer que la particularité de cette transmission est ce qui mène aux quelques ratés du char lors de son redémarrage. Je suis aussi obligé d'en parler, la capacité du char à combattre dans un environnement radioactif. Il s'agissait de l'un des points principaux des chars de la fin des années 50, et les chars lourds en développement ne faisaient pas exception, bien au contraire. Outre la proposition d'installer un système de surpression, un capteur de radiation avait aussi été envisagé, qui, s'il détectait des radiations, isolait complètement le char de l'extérieur et activait le système de filtration de l'air. Ce système, le PAS, pour protection anti-atomique, purifiait l'air à l'aide d'un filtre cyclonique et de tubes d'extraction, le taux d'efficacité étant très élevé. Évidemment, tout ce système était blindé et intégrait beaucoup de caoutchouc, finalement utilisé sur la plupart du char pour sceller les ouvertures en cas de contamination, que ce soit du moteur, de la mitrailleuse coaxiale, etc. En bref, le but était d'isoler manuellement, à l'aide d'un bouton, le char grâce à du caoutchouc en cas d'attaque nucléaire. Je pense qu'il est maintenant le moment de le dire, mais ce système est le seul lien entre le 279 et l'arme atomique. La forme du char n'a pas été conçue pour résister à une onde de choc d'une arme atomique, ou tout du moins, pas plus qu'un autre char. Dans cette situation, qui avait été discutée officiellement, seul le poids du char avait été considéré comme un facteur, pas sa forme. À la mi-décembre 56, le Nissan termina la documentation technique du char. Il faut maintenant s'attarder sur un point tout aussi important du véhicule, son système de rechargement, qui n'a lui aussi pas été très simple à concevoir. Les ingénieurs essayèrent plusieurs dispositions du chargeur, mais au final ils revenaient souvent à la même conclusion, y a pas la place. Pour une fois, c'est le bureau d'études de LKZ qui trouva la solution initiale, avec un râtelier rotatif horizontal à l'arrière de la tourelle pour les projectiles, et au sol pour les charges. Le chargement était séquentiel, la charge suivant le projectile,
Il prenait un peu plus de temps et la cadence de tir était de 5 coups par minute. La solution finale adoptée fut de positionner les charges à un angle de 7 degrés à la verticale afin d'occuper le moins d'espace possible, chaque centimètre cube d'air étant de l'espace gâché. Le chargement était assez simple. Les deux systèmes étant mécanisés, le chargeur avait peu d'efforts à faire, sauf en cas de panne, ou quoi que ce soit, et dans ce cas, on lui souhaite bonne chance pour le chargement manuel. Dans cette configuration, le temps de chargement était plutôt de l'ordre des 7 coups minutes. Tout cela était bien beau, mais il fallait maintenant le tester sur un vrai char. En attendant de pouvoir essayer ce système en dehors d'essais contrôlés, une maquette en bois du char fut produite et montrée au GBTU avec les documents techniques du char fin décembre 56. Une réunion se tint le 13 février 57 afin d'étudier la faisabilité du projet. Il y eut 95 commentaires et suggestions à apporter sur le véhicule avant la construction des prototypes. La plupart concernaient le poids du véhicule et surtout la protection du char contre les charges creuses, jugée un peu faiblarde. La plupart des documents techniques furent fignolés début 57, et le premier prototype fut assemblé par LKZ à peu près au même moment. Malgré le déroulement sans accroc du développement, le Vnissan se creusait la tête afin de trouver une solution au problème des charges creuses, qui restaient en suspens. Le premier prototype servit principalement aux essais balistiques, eux-mêmes se portant plus sur les effets des charges creuses que des obus perforants. Ainsi, les soviétiques tirèrent 74 obus de 122 mm et 91 obus de 85 mm, car évidemment ils n'avaient pas de 90 mm. Trouver une solution se trouvait être assez urgent, puisque le problème se posait depuis fin 56. Le Vnissan prit du retard, mais on leur proposa de terminer les plans pour avril 57. L'un de ces plans était la réalisation d'un blindage utilisant à l'intérieur des éléments différents. Vous l'aurez compris, l'un des projets était donc d'équiper le 279 de blindage composite. Évidemment, ils ne s'arrêtèrent pas là et continuèrent à expérimenter d'autres formes de blindage. De nouvelles formes de blindage. Le Vnissan se tourna donc vers diverses institutions, l'Institut de physique et de technologie de l'URSS, l'Académie des sciences de la RSS d'Ukraine, etc. Les options qui en ressortirent étaient finalement assez nombreuses. Utilisation de blindage espacé, utilisation d'alliages légers à base d'aluminium et de titane, des matériaux non métalliques, ou même par interaction active avec le processus de fonctionnement d'une charge creuse. Cette option rappelant évidemment les travaux soviétiques préliminaires sur le blindage réactif. Attention quand même, on reste bien loin d'un 279 équipé de contact 1. Finalement, et on en a déjà parlé, c'est le verre qui donna les meilleurs résultats. La fibre de verre fut aussi un candidat très prisé, puisque les soviétiques expérimentèrent un certain temps avec. Le Vnissan, commençant à s'emballer avec ses 35 essais par matériaux existants dans le monde, on décala leurs essais à début 58. Les prochains essais étant repoussés, ils choisirent de façon plus pragmatique d'essayer avec du blindage espacé. La résistance de ces plaques ajoutées se révéla douteuse. Fin 57, la conclusion de tous ces essais était qu'il fallait augmenter le blindage du char, ni plus ni moins. Le blindage espacé fut conservé, mais la prise de masse engendrée força les soviétiques à remplacer certaines pièces en acier du char par de l'aluminium. La protection mise de côté, revenons un petit peu sur le chargeur automatique qui avait été testé durant l'été 57. Ils prirent un T10, lui enlevèrent sa tourelle, ajoutèrent le chargeur du 279, et voilà, vous avez l'objet 265. Le char fut testé dans toutes les conditions. À plat, en pente, en mouvement, bref. Finalement, la cadence de tir a été revue à la baisse, 5 coups par minute au lieu de 7. Quelques défauts avaient été notés et les résultats seront transmis aux ingénieurs. Mêmes ingénieurs du Nissan qui seront transférés à LKZ, afin de superviser la production et les chaînes de production. L'ingénieur en chef de LKZ demanda le 23 janvier 58 au Conseil économique d'État de Leningrad s'il pouvait décaler la production des prototypes à l'usine de Kourgan, puisque c'était eux qui étaient censés produire le char en série, s'ils venaient à l'être bien sûr. Le Conseil des ministres de l'URSS lui répondit grossièrement que non, et que hop, vous avez des chars à faire avant la fin de l'année. Le Vnissan continua donc à transférer des ingénieurs à l'usine afin d'accélérer le processus. Ils supervisèrent aussi la production aux usines de Mariupol et d'Ijora, mais il y avait un petit problème. On leur a donné les plans détaillés qu'en mai. Plusieurs prototypes étaient attendus avant fin de l'année. Devant la réalité des faits, le Conseil des ministres décida de décaler légèrement les dates limites d'un trimestre. 3 prototypes pour les essais d'état devaient être prêts pour le premier trimestre 59. Bon, vous savez où on va en venir, c'est le running gag, tout n'a pas fonctionné comme prévu. D'un côté, les employés de l'usine d'Ijora comptaient bien leurs heures. L'usine de Sverdlovsk qui fournit les moteurs leur apporta un moteur usé que le Nissan dut terminer sur place. Le développement partait aussi dans tous les sens, puisqu'il en ressortit un télémètre radar qui ne sera jamais installé, sauf sur un T10. L'année 58 avait surtout été passée à équiper LKZ de l'outillage nécessaire à la production du char. Mais il n'y avait toujours pas de prototype début 59. Il manquait le châssis, le moteur, la transmission et des éléments du châssis. La dernière pièce reçue l'a été en automne 59.
Le moteur qu'ils ont reçu n'avait même pas réussi tous les essais en banc d'essai, mais ils ont quand même autorisé l'installation car cela commençait à prendre un certain retard. Le montage des véhicules débuta alors, et je dis bien des puisque le premier et le deuxième véhicule, ce dernier étant réservé pour les essais d'usine, seront quasiment construits en même temps. Là encore, de nouvelles dates limites imposées, deuxième trimestre 60 pour les véhicules numéro 3 et 4, réservés aux essais d'État. Le véhicule numéro 2 fut totalement assemblé à la fin de l'année, et roula le 24 décembre. Au début de l'année suivante, ils préparèrent le char aux essais en usine et le firent rouler 50 km, corrigèrent quelques défauts et le refirent rouler. Littéralement, et je dis bien littéralement 1 kilomètre plus tard, le char prit feu. Il sera tout de même sauvé et reprit les essais à partir du 9 avril 60, avant de partir à Kubinka en mai. Les essais de tir eurent lieu de fin juin à début juillet, notamment dans le but d'analyser le système de stabilisation qui, il faut le rappeler, doit supporter un canon de 130 mm assez long. À cette période, le Nissan se demanda s'il n'était pas une bonne idée de remplacer la suspension du char par celle de l'objet 770. Et la réponse est non. Le char restera avec sa bonne suspension hydropneumatique, plus fiable et plus simple, jusqu'à la fin des temps. Durant l'été 60, le char est envoyé sur un terrain d'essai et revient normalement à l'usine le 28 novembre 1960. Tout va bien. Sauf que, 3 jours avant, l'usine reçoit une lettre du GBTU leur informant que le travail sur le char avait été arrêté, conformément aux décisions du gouvernement, et que, pour économiser un peu d'argent, ils n'avaient qu'à donner le prototype numéro 2 à Kubinka. Sauf que l'usine était en train de travailler sur l'exemplaire 3 et 4 et finalement se fichait bien de l'ordre du gouvernement, puisqu'ils ont bien terminé le numéro 3 le 31 décembre, en cannibalisant le numéro 4 qui servit de pièce de rechange au numéro 2 et 3. Le véhicule qu'ils envoyèrent à Kubinka était la tourelle et le châssis du numéro 4. Finalement, sous ordre du GBTU, la documentation technique du char fut envoyée aux archives le 1er janvier 61. Le prototype d'usine, le numéro 2, fut définitivement envoyé à Kubinka le 27 février 1961, où il réside depuis ce jour. Avant de terminer, je pense qu'il est important de souligner que le Vnissan avait déjà senti le vent tourner pour les chars lourds, puisqu'en mars 1960, ils travaillèrent en collaboration avec l'OKB 43 pour la conversion du 279 en char lance-missiles, armé des missiles Sprout. Le projet perdura jusqu'en 1961, mais n'aboutit à rien, d'autres véhicules lance-missiles ayant plus de potentiel, puisque pas sur base d'un char qui venait d'être annulé. En conclusion, une conclusion sur l'objet 279 est assez complexe à faire. Le char présentait évidemment des caractéristiques novatrices, mais parfois c'est aussi la preuve que le simpliste remplit suffisamment son rôle, et que trop, c'est trop. Trop complexe à maintenir, trop complexe à produire en temps de guerre, ces chars répondent à la fois trop et pas assez à la réalité de la guerre, et surtout pas à la réalité de la guerre considérée par l'URSS et son industrie.